Là. Bonjour Hélène. Bonjour Samia. Alors aujourd'hui, c'est la 45e investigation. Mhm. Comme d'habitude, tu connais pas le thème. Ouais. Et je vais te faire une indiction à 5. Est-ce que ça te va? Oui. Ok. Voilà, tu fermes les yeux, tu te détends. Ta respiration devient de plus en plus profonde. Et déjà ton corps s'alourdit. 5. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Hélène, je vais te demander de te connecter au mot poltergeist. Prends le temps de prendre l'information autour de ce mot. Mhm. Déjà, ce que je ressens, c'est ce qui est autour de ça, c'est l'effroi. Ouais. Pas le avoir froid, hein, l'effroi, Mhm. effroyé. Mhm. Effrayé. Mm. Puissance, phénomène. Mhm. Je vois en fait comme une pièce. Bon, là, du coup, j'ai ma respiration qui augmente. Mhm. Et je vois dans une pièce comme dans une cuisine une, une forme translucide qui, euh, qui bouge dans la pièce, dans une pièce, qui comme un vent très fort, mais c'est très une énergie très forte dans sa densité. Mhm. Mm. Autre chose? Non, mais je sais que ça fait très peur autour. Ok. Quelles sont les conditions et facteurs qui permettent que le phénomène de poltergeist se produise? Les effecteurs? Qu'est-ce que j'ai pas compris le. Quelles sont les conditions Mm. et les facteurs qui permettent que le phénomène de poltergeist se produise? Je sens qu'il y a une condition humaine. Mhm. Je sens qu'il y a une condition humaine parce que c'est comme si je voyais une jeune fille, Mhm. une jeune femme dans cette pièce-là, à la table. Ce phénomène qui se produit, Mhm. une condition humaine qui est nécessaire. Ça- L'effroi, beaucoup participe. L'effroi participe beaucoup. Et
pas, une sorte il y a un facteur, dans ce facteur humain, il y a des conditions particulières dans le phénomène. Je n'ai pas encore l'œil dessus. Mhm. Il y a une condition humaine particulière. C'est pas tout le monde qui vit ces phénomènes-là. Ok. Autre chose? Jeune fille, voilà, jeune fille ou je sais pas si c'est surtout les jeunes filles, mais proportionnellement, oui, apparemment. Par rapport aux jeunes garçons, proportionnellement plus les jeunes filles. D'accord. Il y a une condition d'âge, mais dans le sens énergie, puissance d'énergie, enfin une énergie. Mm. Ok. Les phénomènes de poltergeist peuvent-ils être liés aux conditions psychiques et aux états de conscience d'un sujet Oui, à une période spécifique de sa vie? oui, Donc, toi, tu réponds oui. oui, Lesquels? oui. Ben, c'est ce que je t'ai dit. Mhm. La période d'âge, c'est l'adolescence, jeune adulte. Ah, surtout l'adolescence est puissant en fait. Il y a le tourment émotionnel qui est très fort. Mhm. Euh, et je sais plus exact. Du coup, comme je t'ai dit oui direct, c'est vrai que j'ai pas entendu toute la question. Mhm. Je sais qu'il y a la période. Je sais que j'ai déjà répondu à ça. Oui. Conditions psychiques et aux états de Oui. conscience. Mm. Oui, 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 oui. Mhm. Il y a une. Alors, quel état psychique particulier? Tout à fait. J'ai du mal à savoir, hein. Si Je tu, vois toujours cette jeune fille par exemple, regarde son état psychique. Qu'est-ce que tu perçois? humiliée, elle est humiliée. Mhm. Ça provoque une rage en elle. Mhm. Enfin, elle se sent humiliée surtout. C'est pas nécessairement qu'elle est humiliée par les autres, mais elle se sent humiliée. Mhm. Grande dévalorisation. Il y a un transfert d'énergie vers cette entité, en fait. Cette puissance psychique, hein. Cette énergie de rage, cette création. C'est un transfert. Ok. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur son état de conscience? Faible. Faible. Je sais pas pourquoi exactement faible, dans quel sens, mais Mhm. état de conscience faible. Ok. Ouais. Elle subit plus que elle ne maîtrise. D'accord. Trouve une autre personne, justement, qui subit ce phénomène de poltergeist. Oui. Mhm. C'est un jeune garçon, il a 10-12 ans. Il a un t-shirt un peu de basketteur bleu, Mhm. t-shirt blanc. Il est plutôt blond, 10 ans. Il Ok. joue au basket avec les copains. Avec sa permission et la tienne, est-ce que tu peux bien entrer dans son corps et me décrire ce que tu perçois et ce que tu visualises? Non, j'ai pas envie, je veux pas. Est-ce que tu me C'est permets des... de le canaliser alors? Non, non. Ok, alors décris-moi ce que tu perçois et ce que tu visualises. Comment est-ce qu'il vit ça? T'as juste à faire le pont avec sa partie subliminale, s'il est d'accord. Tu récupères les informations à ce sujet. Pour le moment, c'est vrai que je le vois jouer avec les copains.
Mhm. Sa maison américaine et américain. Il habite dans un quartier populaire. Euh, mais c'est comme si je voyais déjà, en fait, à l'entrée de sa maison, il y a comme un vortex, une sorte de changement d'état. Mhm. Il y a un effet vibratoire, il y a quelque chose, ça fait comme une porte. Mhm. C'est translucide et en même temps sombre, mais c'est translucide et ça mène vers la porte d'entrée de la maison. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'information que sa mère est très préoccupée. Euh, Par exemple, je le vois à un moment donné sur le canapé, c'est comme s'il y avait un objet qui traversait la pièce. Mhm. Et je sens pas qu'il a peur parce que j'ai l'impression qu'il connaît, il connaît bien, en force, ça. Et après, je vois que dans la cuisine, hein, ouverte à côté du salon, il y a toutes les portes qui claquent. C'est quand il est seul, quand il est seul. Personne ne le croit. Il est accusé à tort. Et c'est comme là, j'ai une scène où c'est comme s'il avait déjà vécu d'être soulevé du lit. Mhm. Et disons que là, lui, il est en train de, c'est comme s'acclimater d'une certaine manière à ces phénomènes. Et il cède plus à la terreur. Il, il vit les choses en secret, entre guillemets. Mais il est roué de coups aussi des fois. Il est roué de coups. Par qui? Cet être, cette entité, cette force, cette puissance. Il a des bleus. Est-ce qu'il est possédé par cette entité ou c'est juste à Non, l'extérieur de son corps? Ok, extérieur de son corps, mais dans son champ. d'accord. En prenant les informations sur son cerveau, l'état de son cerveau, quelles ondes cérébrales sont présentes lors de ce poltergeist? Alpha, delta ou theta? Bêta. Ah ben moi Theta. j'ai bêta plutôt. Bêta? C'est- Eh ouais. Ok. L'onde cérébrale que tu perçois est-elle liée au phénomène de poltergeist que la personne subit? J'ai oui et non parce qu'il me semble que avec cette question-là, Mhm, celle qui a le poltergeist est à l'origine de l'onde θ. mhm. Mais après, il y a l'onde bêta. Et bêta, c'est lui qui coupe d'une certaine manière. C'est lui qui... Je sais plus à quoi se réfère déjà l'onde bêta. Et puis, c'est pas la question, mais Mhm. c'est quand il arrive en bêta, c'est comme si lui, il disconnectait, il déconnectait. Tu parles de l'enfant? Ouais. Donc observe quand il est en onde θ. Là, c'est... Là, il sent quand lui fait des chocs face à lui. Les chocs, ça fait comme une onde de force sur soi. Mhm. Est-ce que l'onde cérébrale que tu perçois à ce moment-là est liée au phénomène de poltergeist que la Oui, personne subit? Oui. De quelle façon, regarde?
par interférence. Il y a C'est-à-dire? comme si il y a l'interférence enclenchait cet état Mhm. pour agir en profondeur. Pour agir en profondeur. Utiliser la force de l'être incarné. Force l'énergie physique. Ok. Autre chose ou c'est tout? C'est tout. Comment tu te sens, Hélène? Bah, c'est pas très agréable, hein, je vais pas le cacher. Hein. Ok. C'est pas vraiment le. Tu peux te couper de tes ressentis et garder juste le canal visuel pour l'instant. Mhm. Éventuellement, si tu as besoin d'utiliser ton canal de ressenti, tu le rouvres, mais tu penses à le refermer directement une fois que tu as terminé avec son utilisation. Mhm. D'accord? Mhm. Quelles manifestations peuvent se produire à l'endroit où un poltergeist a lieu? Tu peux Destruction de la matière, hein, destruction de la matière, mouvement d'objets, euh, euh, projection d'êtres humains sur un mur, sur à terre, enfin tout est des lumières aussi, des phénomènes lumineux, Mhm, mm. Des strangulations aussi. mhm. Mm. L'autocombustion peut-elle être générée par un phénomène de poltergeist? Non. Mhm, Ben ouais, non. mhm. Ok. Va à un moment donné où tu vois un objet se déplacer et décris-moi comment il est déplacé. Moi, je vois cet être c'est comme s'il il se saisissait de l'objet et qu'il l'envoie, qu'il le balance, qu'il le projette avec un courant d'énergie depuis l'être humain. Un courant d'énergie depuis l'être humain? Ouais. C'est un transfert d'énergie. Mhm. D'accord. Et puis il y a enfin, je sais pas, la baraque, désolée de ce mot-là, la maison, Mhm. qui est génératrice aussi d'ondes particulières. Hein. Il y a quelque chose aussi sur le lieu. C'est, mais qui est ouvert par l'enfant, tu vois, par exemple. Mhm. Quelque chose qui est ouvert par l'enfant. Ok. Déconnecte-toi de cet endroit, de ce lieu et de ces êtres. Reviens à tes fréquences, prends le temps. Augmente un peu tes fréquences. Retrouve tes fréquences, tes émotions. Mhm. Mhm. Comment tu te sens? Ça va mieux. Mhm. Le poltergeist, traduit de l'allemand, signifie esprit bruyant, pardon. Mhm. Il est connu depuis l'Antiquité, mais il existe des traces documentées de ce phénomène au Moyen Âge, dans les périodes ultérieures jusqu'à nos jours. Mhm. Y a-t-il des différences de manifestation du phénomène au fil du temps? Donc, tu peux regarder, en gardant comme curseur les phénomènes poltergeist, sur une ligne de temps, une frise, et regarder, tu sais tout de suite s'il y a une différence ou non. En quantité, je dirais. La En nombre. quantité, d'accord? Est-ce qu'il y en a plus, moins? Ou plus. Enfin, au fur et à mesure, plus. D'accord. Ces différences, de quoi dépendent-elles? Donc là, tu parles de la quantité, par exemple. Comment ça se fait? Perturbation psychique. Tu veux dire de l'humanité?
Des jeunes. Des jeunes. Mm. Est-ce que tu as d'autres informations? Mm. Non, non, je n'ai pas d'autres là. Ok. Les humains peuvent-ils subir une possession à la suite de phénomènes de poltergeist? Oui. Oui, oui. Dans quel cas est-ce qu'ils risquent la possession? S'ils cèdent. Tu veux dire, tu parles d'accord là? Ouais. Décris-moi ce qui pourrait arriver, justement. Ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire En par cas de... rapport parce que si l'enfant est possédé, par exemple, si par ce poltergeist là. Oui, décris-moi du début, avant, juste avant l'accord et la suite. Comment est-ce que la possession se produit et les conséquences? Je sais pas l'information là qui arrive spontanément. Prends un cas justement de poltergeist, cherche-le, et tu sais qu'il y a un cas de possession derrière. Alors je suis sur une jeune fille, Mhm, donc en puberté et liée à la sexualité. mhm. Très bien, Ouais. dis-moi. Euh, L'acceptation, en fait, c'est par le plaisir sexuel, par euh, il y a quelque chose je sais pas, qui a vie de très, très, je sais pas comment expliquer, de très jouissif. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là où la vibration et ensuite comme une transformation entre guillemets et après c'est plus vraiment elle. D'accord. Hein. J'ai dit d'accord. Mhm. Justement, comment tu... Quant à la possession, comment est-ce qu'il pénètre son corps? Mais par pénétration, D'accord. voilà. Parce elle fait monter ce plaisir, elle fait pénétrer en lui par cette énergie-là, Mhm. par, pour ne faire qu'un, pour fusionner, voilà. Qu'est-ce qui arrive justement donc après cette possession? Quelles Ben, sont les c'est conséquences? c'est plus vraiment elle, dans son regard, dans son attitude, dans son placement social, ses interactions, son regard aussi vis-à-vis de, de, de- de sa manière de percevoir l'autre et dans son désir face à l'autre. Ok. Euh, c'est très, euh, c'est très possessif, quoi. Très, très, quand je dis possessif, c'est pas l'autre posséder l'autre, c'est dans le sens Mhm. de manifester l'énergie de cet autre être qui jouit aussi de ça, quoi, en fait. D'accord. Ok. Déconnecte-toi complètement de cette scène, de ces êtres. Prends le temps de revenir à tes fréquences, tes émotions, la joie, le calme. Débarrasse-toi de toutes ces fréquences. Rejette-les
au-delà de ton corps. Ça ne t'appartient pas. Prends une grande respiration. Comment tu te sens, Hélène? Dis-moi. Moyen. Moyen. Qu'est-ce qui te gêne? Bah, que c'est pas agréable d'aller voir ça. C'est surtout pas agréable. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ces fréquences que tu as gardées encore. Allez, prends une grande respiration et reviens bien à tes fréquences de joie, de simplicité, de calme. Récupère tes fréquences complètement. À chaque respiration, tu les sens circuler dans ton corps et elles transmutent toutes ces fréquences que tu viens de vivre. Mhm. On peut continuer, je préfère continuer. Ok. Y a-t-il quelqu'un qui soit au courant d'informations importantes concernant le phénomène poltergeist et qui n'a jamais été divulgué, divulgué son savoir, oui ou non? Non. D'accord. De 1982 à 88, Mm. 3 films intitulés Poltergeist 1, 2 et 3 ont été tournés. Durant cette période, plusieurs personnages qui faisaient partie de la troupe des 3 films sont morts. Y a-t-il un lien entre le sujet Oui. poltergeist traité? Bah Lesquels? oui. Lequel? Bah. C'est, il y a un moment donné, c'est vraiment incarner aussi les personnages et vivre. Il y a un dédoublement, il y a quelque chose qui se passe au niveau psychique. Et puis bon, bah, il y a un vécu il y a une création, une co-création il y a de quoi soit devenir fou, soit effectivement mourir si on déconnecte pas complètement de ça. Mhm. Autre chose? Et autre chose, j'ai envie de dire, quand on regarde aussi ces films-là, ça ramène aussi tout ça, quoi. Mhm. Ça veut pas dire qu'il va y avoir des phénomènes à la maison, mais par contre, l'énergie, elle va être là. Et Ok. que c'est une diffusion, voilà, quoi. Je sais pas quelle est l'intention de base, hein, à part faire de l'argent. Il y a certainement autre chose derrière, mais c'est pas drôle du tout, quoi, en fait, ce qui se passe après dans les maisons. En termes d'énergie et de conscience, justement, de manipulation d'esprit de conscience, hein. Ok. Ouais. Alors, j'aimerais que tu ailles à un moment précis, Mhm. le 25 mars 1909, Mhm. à Vienne. Mhm. Et tu vas au moment où Freud et Jung ont une discussion Mhm. dans le bureau de Freud. Est-ce que Mhm. tu y es? Je le vois, Freud, ouais. Est-ce que tu vois Carl Jung? Ouais. Ok. Mhm. Mhm. Et en même temps, je vois une gravure je sais pas pourquoi il y a une gravure qui s'affiche aussi, une gravure d'une femme. Je le dis, c'est entre deux. C'est une image qui vient se placer entre deux? Une information. Mhm. Touche cette image. Elle est toujours présente, cette image? Oui, oui, mais je te dis, voilà, je vois Freud à gauche, en face Jung, et il y a cette gravure comme un fond d'écran. Ok. Prends l'information de cette gravure. Un sujet, ça représente le sujet, Le sujet de leur discussion? entre autres. D'accord.
Donc à ce moment-là, Jung a une impression au niveau de son diaphragme, comme s'il est chauffé à blanc. Et juste à ce moment-là, il se produit dans sa bibliothèque, dans la bibliothèque, une détonation si bruyante que ça les a effrayés et qu'ils se sont levés tous les deux. Qu'est-ce que c'était? Regarde sur un plan énergétique. Le sujet dont il parle. Pourquoi est-ce que Karl a ressenti ça dans son diaphragme? Je mot contre. Un contre. Contre. C'est un sujet épineux dont ils parlent, ils ne sont pas d'accord. Ils s'opposent. Ils sont pas d'accord. Et juste, Hmm. dis-moi. Non, vas-y. Juste après que ce phénomène se produise, effectivement, Freud ne croit pas au phénomène et il s'exclame que c'est une blague. Jung lui dit non. Et pour le prouver, il prédit qu'il va y avoir une autre détonation aussi violente dans un moment. À peine a-t-il fini de prononcer ces mots qu'ils entendirent la même détonation. Qu'est-ce que tu vois? Observe. C'est son énergie à Jung qui fait ça. Pour les deux fois? Oui. Oui. D'accord, donc c'est pas un poltergeist. Non. Ok. Non, mais c'est tendu entre eux. Et du coup, l'humain aussi il peut créer quelque chose dans son environnement par énergétique et par du coup vibration. Ça me fait penser aux gens qui peuvent tordre les cuillères, des choses comme ça, télékinésie. Donc tout le monde ne peut pas faire ça. A priori, Non. Jung était capable de le faire. Ouais. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Ok. Si tu te rapproches, mais tu peux rester en hauteur. Hein. Tu peux rester en hauteur, assez éloigné, sans t'imprégner vraiment de l'ambiance. Tu te rapproches d'un phénomène poltergeist. Regarde pourquoi est-ce ces êtres-là sont capables d'être aussi près de la matière, en dehors du lien qu'ils créent avec un être humain. Donc ta question, c'est pourquoi ils sont aussi près de la matière? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à interagir avec la matière? Pour moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'ils utilisent la densité de l'humain au niveau énergie. Et puis ils sont dans des basses fréquences, en fait. Ils utilisent une énergie puissante, basse fréquence. Et, ils sont... C'est très bas. C'est très... Il n'y a même pas... Enfin, le niveau de conscience, ras des pâquerettes, quoi. Ok. C'est pas... C'est pas... Et, c'est le bas de l'échelle, quoi. Franchement, en termes d'entité négative, c'est le bas de l'échelle du bas de l'échelle, quoi. C'est ce qu'il y a de plus dense, de plus... D'accord. Ouais, c'est très bas. Parce que c'était ma question d'après, pourquoi est-ce que les entités, on va dire classiques, de type, je sais pas, humanoïde, ne jouent pas avec ce type de phénomène? C'est complètement inintéressant pour eux. Il y a ils ont d'autres intérêts beaucoup plus... Est-ce qu'ils en seraient capables? Oui.
S'ils le voulaient, oui, mais après, ça n'a aucun intérêt. À la rigueur, ce que je perçois, c'est qu'ils peuvent utiliser des êtres de Mhm, ces fréquences basses mhm, pour motiver certains pactes. Euh, mais c'est le sale boulot, quoi. mhm. Aucun intérêt de s'épuiser là-dedans. Ok. Ces entités qui jouent avec la matière, à partir de quel type d'énergie ou quel endroit du corps elles se connectent avec ces êtres humains pour jouer avec la matière, justement? Racine sacrée. D'accord. C'est vraiment les deux centres d'énergie bas du corps, du bas du corps. Mhm. Ok, Voilà, certaines arrivent sur le plan voilà, du chakra sacré, mais c'est l'énergie de base, quoi. très bien. Parfois avec le troisième, au niveau du plexus solaire, ce que je ressens. Mhm. Très bien. Est-ce que toi, tu veux aller voir ou est-ce que tu as des informations est-ce que tu as des informations reçues pendant la session que tu n'as pas transmises? Non, je crois pas. Mhm. Alors on peut rentrer? Oui. Ok. Si t'as pas d'autres questions, on peut Non. rentrer. Je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pas dit. Non, je crois que j'ai dit tout ce que je percevais, voyais. Hmm, beaucoup en vivent, mais peu en parlent. Voilà ce que je peux rajouter. Mhm. Ça, c'est intéressant, hein. Voilà, beaucoup en vivent, mais peu en parlent parce que c'est trop gênant. Et en plus, il y a beaucoup autour de la sexualité et c'est d'autant plus gênant. Pour certaines personnes qui n'acceptent, qui vivent ça comme des viols ou des... Oui, très gênant d'en parler. Mhm. Peur d'être complètement zinzin. Est-ce que aussi parfois les gens ne rationalisent pas, je sais pas, ne serait-ce que des ampoules qui clignotent ou qui s'éteignent et qui se rallument? Est-ce que enfin, moi ça m'arrive par exemple et je me dis que c'est un court-circuit quoi, tu vois? Oui, mais il n'y a pas besoin de... Ça peut... Oui, c'est déjà arrivé aussi, mais ça, c'est en général, c'est quand il y a une émotion forte. Hein. C'est pas forcément un poltergeist. Hein. Mmh. Il Tu veux suffit dire que qu'il y ait une l'être émotion forte, humain, oui, dans son champ d'énergie. Après, ça peut être quand une pièce est très chargée en termes d'énergie. Ça me fait penser aussi quand les canalisations éclatent aussi. Tu parlais des ampoules, mais il y a les canalisations aussi des fois. ouais, Et ça, c'est dû à une surcharge émotionnelle dans le lieu. d'accord. Pas forcément un poltergeist. Hein. C'est même les ampoules. Attends, parce que là, du coup, je repense, ça m'est arrivé une fois. Mmh. En allumant la lumière, paf, ça a fait. C'était fort. Bof, disons, ou alors faut pas dramatiser parce que ça peut arriver. Et puis, disons que c'est surtout pas forcément se dire autre chose. C'est oh, faut, tu sais, être neutre quoi. C'est oh, bon, mais je changerai l'ampoule. Pas grave. Mmh. OK. Parce qu'il peut y avoir une volonté extérieure de créer effectivement un petit choc pour pouvoir affaiblir d'une certaine manière l'énergie de l'être humain. Mais voilà quoi. C'est pour vraiment déstabiliser hein, quand je dirais que c'est pas vraiment un phénomène poltergeist parce que là c'est pas je sens pas que c'est un transfert d'énergie ce type de phénomène là d'ampoule par exemple. Mmh. C'est pas un transfert d'énergie, c'est par exemple ça peut être effectivement une entité qui tout d'un coup voilà a chargé s'est chargé pour faire péter. Mmh. Mais ni plus ni moins, quoi. C'est pas.
Ça dépend les énergies qui circulent dans dans les endroits. l'habitation et puis de ce que l'être humain lui-même a vécu dans sa création, en fait, hein, dans son état Mhm. d'esprit. Euh, c'est pour moi, du coup, avec ces questions, la différence que je ferais, c'est que poltergeist, il y a un phénomène de transfert d'énergie Mhm. continu, Mhm. avec des moments d'intensité, de courbure. Je me courbure, de temps en plus, je sais pas pourquoi de temps. Et alors que une ampoule qui pète, euh, même là, je suis sûre, par exemple, les esprits frappeurs, là, ce qu'on appelle les esprits Mhm. frappeurs, pour moi, c'est pas du poltergeist, ça. C'est des êtres ou parfois des défunts, des incarnés, Mhm. qui peuvent être manipulés aussi, hein, qui utilisent toute l'énergie qu'ils ont à ce moment-là pour se manifester, pour soit faire peur, soit pour tenter de se faire entendre. Mhm. Mais voilà, quoi. Enfin, il n'y a pas. Bon, c'est deux choses différentes dans ce que je perçois. Mhm. C'est intéressant. Hein. Voilà, tout le monde n'a pas des poltergeists à la maison. Est-ce que tu peux retrouver un lieu justement où il y a eu un phénomène significatif de poltergeist, que ce soit dans le passé ou dans le présent? Tu me dis quand tu y es. Mais ce lieu ne doit pas être habité tout le temps, ou tu vois, pour justement voir au moment où il n'est pas habité ou visité, si ces phénomènes existent quand même, de Non, mouvement. Mhm. non. Ouais, c'est Il faut c'est qu'il y ait une- une source de. euh, Tu confirmes qu'il y ait une source humaine, d'énergie humaine, c'est ça? Ouais, parce que par rapport à des entités attachées à des lieux qui pourraient servir de l'énergie du lieu, ça demande plus de. Enfin, c'est une ambiance, quoi, en fait, hein. Euh, Ce que je perçois, c'est comme à la rigueur, quand tu vois une maison inhabitée, en fait, qui fait peur, en fait, déjà, d'une certaine manière, il y a une projection, il y a une intention, il y a un truc, ça te fait quelque chose. Il y a Et une création. voilà, ça peut s'accumuler sur le lieu et vraiment créer une énergie, en fait, de co-création Mhm. et monter une histoire, une légende, en quelque sorte. Mhm. Et ça peut nourrir effectivement des êtres qui sont attachés à ce lieu comme qui sont vraiment restés dans cette matière, mais ça peut leur donner un coup de boost, quoi. Ok. Et le fait du coup, si tu entres dans une maison où tu crois qu'elle est possiblement hantée, tu crées quand même, déjà, tu co-crées quelque chose, en fait. Tu... Après, par exemple, là, j'ai l'image, si quelqu'un, lui, il y croit pas et tout, mais bon, il y va, ou même il n'est pas au courant. Je Mhm. pense aux gens qui font des photographies de lieux, Mhm. je sais plus comment ça s'appelle ce phénomène de lieux abandonnés. Mhm. Ils peuvent entendre des choses ou sentir des choses, mais en fait, ils y accordent aucun crédit et du coup, c'est pas intense. Mhm. Par contre, ce que je ressens, c'est que c'est toujours pareil, c'est l'intention, qu'est-ce qu'ils recherchent dans ces lieux abandonnés, parce que je sens qu'ils peuvent aussi se ramener des fois des énergies qui viennent, tu vois, pomper un peu, quoi. Mhm. Mais pareil, tout dépend de l'intention de l'être humain qui y va et pourquoi, qu'est-ce qu'il recherche, est-ce qu'il veut le frisson ou pas quand même. Tout est création en fait, hein, vraiment. Tout est co-création. Tout peut être co-création. Mhm. Et c'est de ça qu'on on parle en fait. Voilà, de Ok, co-création. très bien. Prête pour revenir? Oui. Alors je compte.
de 1 à 3. Et à 3, tu es complètement revenu dans ton corps, avec tes fréquences à toi. Avec le 1, tu te déconnectes, complètement déconnecté de toute cette ambiance qui t'a été très désagréable. Tu te déconnectes complètement de Mm. tout et de tous. Et avec le 2 déjà, tu retrouves toutes tes fréquences complètement dans ton corps, dans tes os, dans toutes tes cellules, dans ta tête. Ton énergie mentale est envahie par tes fréquences à toi, tes émotions de joie, de tranquillité, de sérénité, de calme. Et à travers ta respiration, tout ton corps ressent ces fréquences. Et tu te sens merveilleusement bien. Ton corps est léger, très léger. Et avec toi, tu peux ouvrir les yeux. Et tu me dis comment tu te sens. Ça va. Ça va? Physiquement? Oui, ça va bien. Ok. Bon, je te remercie Hélène. Mm. Avec plaisir. Oui, bien sûr. J'ai vu que tu as pris beaucoup de plaisir à naviguer Ah, dans. c'était fun. Voilà, je te remercie encore plus. Et je te dis à la 46e. Allez, à la 46e. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo
dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così
impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni
ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici.
Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.